si vous permettez, je vais vous proposer quelques diapositives pour essayer non pas de résumer les choses, mais faire passer quelques messages faisant suite à l'ensemble de ce cours depuis le mois de novembre. Voilà, je voudrais, vous l'avez compris, cet après-midi, je souhaitais illustrer avec les interventions de Jean Martinez, Sylviane Muller, Alain Carpentier, le succès dans l'innovation, qui n'est pas seulement l'innovation thérapeutique, c'est dans l'innovation de cœur artificiel, donc dans tout ce qui concerne la chirurgie d'avenir. Et c'est à la fois l'originalité, le travail de longue haleine, ça a été précisé par Alain Carpentier, c'est une aventure de 30 ans. Une aventure de 30 ans, d'une époque où la tyrannie de l'instant nous amène à considérer que si on n'a pas la solution au bout d'une journée, 2 journées ou au plus un mois, c'est que le problème est difficile. Donc ensuite, il faut le souligner, la rencontre avec un capitaine d'industrie. Et les capitaines d'industrie, c'est des gens qui doivent avoir les nerfs solides et qui ont une formidable capacité une fois dans l'avenir. Et on est un peu en train de perdre. Et on voit bien que génétiquement, ça ne se transmet pas facilement. Si je peux me permettre. Quelques bonnes nouvelles depuis la fin de mes cours. Antibiotiques, il y a un nouvel antibiotique qui a été publié dans Nature tout début de l'année 2015, quelques temps après le cours sur les antibiotiques. La teixobactine, un dipeptide tout à fait intéressant, forte affinité pour le lipide 2 précurseur des peptidoglycanes. C'est une molécule qui a été découverte par un processus non traditionnel de découverte d'antibiotiques. Avant, on regardait tous les micro-organismes qu'on pouvait cultiver, et ensuite, en fonction de ces micro-organismes cultivés, on regardait s'ils pouvaient produire des molécules à activité antibiotique. Là, non, c'est un processus qui permet directement, à partir d'échantillons de sol, de voir s'il y a une activité antibiotique. C'est un magnifique travail intéressant qui va probablement ouvrir de nouvelles opportunités dans le domaine de la recherche d'antibiotiques. C'est une molécule qui est active sur du staphylocoque doré résistant et sur des mycobactériums résistants. Donc voilà une belle découverte depuis peu de temps. Vous avez entendu parler dans la littérature, dans les journaux, d'un travail qui a été mis en place par la société Farnex, qui est financé par la même société Finance Carmat, fonds d'investissement Truffle. Daniel Cohen, qui s'intéresse, lui, à l'association de médicaments existants dans de nouveaux champs thérapeutiques. Alors, on a l'association de l'acamprosate, qui est un inhibiteur du récepteur du glutamate, avec le baclofène, dont on a tous entendu parler, parce que c'est déjà une molécule qui est un activateur d'un récepteur GABA, mais qui a eu une nouvelle vie avec le traitement de l'alcoolémie forte, à des doses très différentes de la première prescription. Et là, il y a des résultats tout à fait intéressants sur souris et des résultats cliniques qui sont en chantier aux États-Unis, parce qu'effectivement, ce sont 2 molécules qui sont déjà sur le marché. Et il suffit donc d'avoir un dossier qui permet de prouver qu'il y a une possibilité de nouvelles applications thérapeutiques dans un autre domaine que les 2 domaines précédents. Et on est dans la phase 2 actuellement, donc on va aller assez vite vers la phase 3 pour associer ces 2 molécules simples, et on espère que ça va donner des choses. Si ça pouvait ouvrir de nouveaux domaines dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, moi je suis intimement persuadé qu'effectivement, dans une maladie aussi compliquée, avec de multiples paramètres qu'est la maladie d'Alzheimer, les approches de bi- et de trithérapie seront celles qui ont le plus de chances de succès. Je voudrais terminer en faisant passer un certain message sur comment améliorer l'innovation thérapeutique en France, messages qui vont dans le sens de ce que Bernard Daugeras avait exprimé, d'autres messages qui n'ont pas été exprimés ou que l'on n'ose pas exprimer, donc on va oser. Dans ma leçon inaugurale, j'avais précisé que la France avait complètement décroché de l'innovation thérapeutique. Nous étions sur le podium dans les années 60 avec les Américains et la Suisse. J'avais montré une diapositive qui était celle-là, il manquait la dernière ligne. En 2013, sur les 27 médicaments approuvés par la FDA, il y avait seulement une molécule qui n'est pas en fait un médicament, mais un agent de contraste par la société Guerbet qui avait été prouvé. La semaine dernière, dans Nature Drug Discovery, il y a le chiffre qui est tombé pour l'année 2014.
41 molécules ont été approuvées par la FDA en 2014, 0 molécule approuvée pour les sociétés françaises. Nous disparaissons complètement du radar. Alors, je crois qu'on peut s'en inquiéter parce qu'après l'année 2013-2014, et comme avant 2011-2012 n'avaient pas été de bonnes années, je crois qu'on peut dire que la France arrête de concevoir des médicaments. Pas tout à fait, pardon, je vais reprendre ma phrase. Ou la France continue à créer des médicaments et à les revendre aux Américains, aux Allemands, aux Chinois, tout ce que vous voulez, et nous aurons les créations d'emplois qui seront à l'extérieur de la France. Je veux dire, quand vous créez un médicament et que vous l'installez en France, ça a été la problématique des valves. C'est que derrière les valves, toute la création d'emplois, valorisation et tout ça se fait à l'extérieur de la France. Et donc le souhait de Jean-Luc Lagardère avec Alain Carpentier, c'est qu'effectivement ta création de chaînes de valeur se fasse sur nos territoires, parce que l'innovation, ça doit aussi conduire à la création d'emplois. Si l'innovation dans notre pays, c'est juste pour créer des emplois ailleurs, c'est très généreux, mais ce n'est pas un business model durable, si je peux me permettre de prendre le jargon du milieu économique. Il est vrai que dans le monde des politiques et des décideurs, malheureusement, très très peu de personnes savent compter. C'est le problème. Compter, c'est 2 chiffres significatifs et les ordres de grandeur. Vous voyez, on avait tout à l'heure parlé de millions, et puis vous avez 350 milliards qui sont délocalisés avec TSF. On avait des business angels en France qui sont au niveau de millions, et aux États-Unis, c'est en milliards. Entre millions et milliards, c'est 1000, et la différence de population ou de PIB entre nos 2 pays, c'est pas 1000. Si on arrive à faire passer ce message dans la classe politique française, on aura fait un grand progrès. Je ne suis pas persuadé que ça soit facile. La formation des hommes politiques n'est pas très bonne sur la comptabilité, même en comptant avec ses doigts. Message numéro 1, trouver un équilibre entre cibles et molécules, et on l'a vu, ça a été illustré par Bruno cet après-midi. Je crois que dans la construction de l'innovation thérapeutique, il faut absolument éviter qu'un groupe de pression prenne le pouvoir sur les autres. C'est un système où il faut associer les compétences de plusieurs domaines. Donc ça demande les compétences d'un chirurgien. Tous les ingénieurs d'aéronautique ont été détachés par Jean-Luc Lagardère pour travailler à tes côtés, ont des gens qui ont apporté leur savoir-faire en mécanique des fluides, sur la modélisation des flux et tout ça, des choses qu'on faisait dans l'aéronautique qui semblaient naturelles. Et ça, c'est venu s'agréger sur une compétence de chirurgie cardiaque, d'anatomie. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aucun des groupes seul peut revendiquer la victoire. C'est l'association de plusieurs groupes. Si on l'oublie, si on n'arrive pas à gérer ça, il y a un effet de groupe. Alors, il est évident que dans la société Matra, dans l'aéronautique, les gens sont habitués à le faire, beaucoup plus que dans d'autres domaines, parce qu'à la fin, toutes les personnes, tous les groupes différents qui ont travaillé sur l'avion voient l'avion décoller des pistes de Toulouse et ils sont heureux en même temps et tout le monde est là près de la victoire pour toucher l'avion de près. Deuxième message, très clairement, si nous voulons avoir des grands laboratoires pharmaceutiques qui continuent à vivre sur le territoire français, il faudra que nous sortions ces laboratoires de la loi des 35 heures. Je l'ai déjà dit au début, quand avec Guy Horisson, on a essayé de montrer que la loi des 35 heures, qui a été faite pour lutter contre l'industrie telle que l'avait décrit M. Zola au XIXe siècle, ne s'applique pas à la découverte et à l'innovation dans les pays. On aurait appliqué la loi des 35 heures en Californie, si par exemple un gouverneur avait décidé de l'appliquer, il n'y aurait pas eu la Silicon Valley. Il n'y aurait pas eu, ça aurait été peut-être sur la côte Est ou au milieu, au Michigan, peu importe, mais certainement pas. On a tué l'innovation et on tuera tous les laboratoires de recherche avec la loi des 35 heures. Les chercheurs ne sont pas des gens qui cherchent les RTT, les chercheurs sont des gens qui souhaitent réaliser des idées, participer à une création et à l'innovation, c'est pas compter son temps. Et par ailleurs, je vous signale que dans la création et l'innovation, les pauses café sont parfois les moments les plus créatifs. Donc vouloir rationaliser ça comme si on était sur une chaîne de montage de l'industrie automobile avec des robots, c'est quelque chose qui est une ineptie intellectuelle dont il faudra qu'on sorte, ou alors on abête. La meilleure preuve et le meilleur argument que je vais donner, c'est qu'on fait les louanges de tout ce qui concerne l'informatique. Il n'y a pas un seul ministre de numérique qui ne va pas à Las Vegas pour accompagner les nouvelles start-up françaises qui font l'admiration des investisseurs américains. Et oui, et pourquoi ? C'est parce que c'est le seul domaine où la loi des 35 heures ne s'applique pas.
Est-ce que vous pouvez contrôler un jeune qui part avec son ordinateur le soir et qui est dans le numérique? Il ne pointe pas, il travaille quand il veut. Si à 3 heures du matin, il a décidé de travailler, il travaille. Il envoie des emails, discute, envoie un coup de téléphone à son collègue. Ils vont travailler en dehors de la loi des 35 heures, faire des innovations qui vont faire ensuite la joie des investisseurs américains, le développement de l'emploi en Chine ou ailleurs. Magnifique business model, à nouveau, français, unique au monde. Nous sommes les premiers créateurs d'emplois à l'extérieur de la France. À ce rythme-là, nous pouvons continuer, mais je ne suis pas sûr qu'on arrivera au bout du chemin en bonne santé. Donc, voilà. Et je suis heureux de voir que les créateurs dans le numérique, effectivement, n'ont pas de problème du contrôle des 35 heures. Un laboratoire de recherche pharmaceutique, il y a un contrôle. Un inspecteur du travail vient vérifier. L'inspecteur du travail ne peut pas courir après tous ces jeunes qui sont avec leur ordinateur et leur téléphone portable à l'extérieur. Voilà. Faudra-t-il se résigner au duopole Boston-Shanghai pour l'industrie pharmaceutique? C'est une vraie question. On peut se contenter effectivement d'avoir des molécules créées à Boston, fabriquées à Shanghai, ou peut-être dans l'avenir créées à Boston, créées à Shanghai et peut-être fabriquées à Boston, on verra. Mais si la France et l'Europe souhaitent être à l'écart de cette innovation thérapeutique, ce sera un choix également. Dernier message, troisième message, je le répète, et je crois que le financement de la recherche, ce sont des choix. Des choix. Il y a 3 carrés où on peut investir de l'argent et il y en a un carré où on n'est pas obligé d'investir de l'argent, parce que là, c'est de l'argent perdu. Sur les mauvaises équipes inefficaces qui n'ont pas trouvé grand-chose depuis un certain nombre de temps, on peut continuer à investir de l'argent, ça ne marchera pas. Ça, c'était déjà dit pendant la leçon inaugurale, je passe rapidement. Quatrième message, c'est savoir faire une place au créateur. Le créateur est quelqu'un qui dérange par nature. Le créateur n'est pas quelqu'un qui a une idée simple qui va faire l'unanimité autour de lui. Il lui faut ensuite une persévérance hors du commun pour pouvoir poursuivre. Dans le cas du cœur, c'est 30-35 ans. Dans l'innovation thérapeutique, c'est 10, 15, 20 ans. Les équipes doivent être constituées sur la durée avec des talents, des originalités. Et ça, ce n'est pas quelque chose que l'on sait faire actuellement. L'administration considère que l'on peut travailler dans la durée et repousser un dossier d'1 an, 2 ans, décourager des créateurs et des entrepreneurs est quelque chose qui ne les perturbe pas. Et je crois que c'est un problème parce que nous allons devenir un pays où, dès qu'il y aura un message pour un créateur, on lui dira « quittez le pays, vérifiez que votre passeport est valide et allez dans un pays où on vous accueille ». La culture du pas de risque, le principe de précaution dont l'Académie des sciences n'avait pas souhaité qu'il soit inscrit dans la Constitution, mais nous n'avons pas été entendus. C'est comme ça. L'Académie des sciences fait passer des messages qui ne seront pas entendus. Ce n'est pas grave. Nous continuerons à les faire passer. En particulier sur le principe de précaution qu'on veut essayer de contrebalancer par un principe d'innovation que l'on mettrait comme l'antagoniste et l'agoniste dans les systèmes. C'est quelque chose qui ne paraît pas raisonnable. On ne met pas dans la Constitution tout et n'importe quoi. C'est un texte fondamental qui doit rester écrit au moins et pour 50 ans et changer tous les 50 ans à dose homéopathique. Voilà, les Américains ne changent pas leur Constitution tout le temps, même s'ils pouvaient modifier 1 ou 2 amendements, mais ça c'est un autre problème. La culture du pas de risque continue souvent à permettre le financement des projets sans risque, et donc je crois que projet sans risque, il n'y a pas d'innovation. Voilà, le 5e message, c'est la création des startups. Je crois qu'on a eu une évolution en France positive à partir de la loi dite Allègre en 1999, qui a déjà décloisonné réellement le monde universitaire avec le monde de l'entreprise, permettant pour la première fois dans notre pays, ce qui était déjà acquis dans tous les autres pays à l'extérieur de la France, la possibilité pour des chercheurs universitaires de participer à la création d'entreprises. Ça a été déjà une étape. Relativement facile, alors là je ne vais pas empiéter directement sur l'exposé de Bernard d'Augeras, mais financer les entreprises jusqu'à 3-4 millions, c'est facile. Après, c'est beaucoup plus difficile. Et après, comme ça a été parfaitement expliqué, les chiffres donnés par Bernard d'Augeras sont parfaitement significatifs et sont là pour illustrer ce paragraphe. On l'a dit, je le dis autrement, le harcèlement administratif excessif est un problème. Alors, c'est un peu un pléonasme, le harcèlement administratif est excessif, mais c'est parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est dans l'excessif permanent. Je crois qu'on ne peut pas avoir des AMM délivrés, retardés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pour le juste plaisir de changer 3 paragraphes sur un document qui... Une autorisation d'AMM complète, si on l'imprimait, c'est une palette
de papier qui fait à peu près 1 mètre cube. Hein. Donc, pour vous donner l'idée du papier. Personne ne sait ce qu'il y a dedans à la fin, mais ça ne fait rien. On a 1 mètre cube de papier. Alors, on ne l'a pas maintenant sur le papier, c'est des ordinateurs. Mais on construit de la puissance de stockage informatique juste pour stocker des choses qu'on ne lit plus. Ça s'appelle la création de systèmes à information. Message numéro 6, trouver des solutions originales pour financer la vallée de la mort dans le domaine du médicament en France. Alors, on a vu la puissance des business angels aux États-Unis. La puissance du financement aux États-Unis font que le financement de ce qu'on appelle la vallée de la mort, entre le préclinique phase 1 et phase 2, qui permettra de valider avec la preuve de l'efficacité chez les premiers patients un médicament, on ne sait pas le financer en France, ou très très difficilement, et c'est pour ça qu'un certain nombre de sociétés, Jean Martinez, c'est une société canadienne qui va commercialiser le médicament. Bien, donc qui va financer la prise de risque dans les startups, la vallée de la mort? Beaucoup de grands groupes pharmaceutiques attendent maintenant les molécules à la sortie de la phase 2. Donc il faut oser, il faut rêver. Et je vais vous faire partager en dernière diapositive mon rêve. C'est d'avoir utilisé l'ISF, qui a été une formidable capacité à délocaliser du capital, pour le relocaliser en France et pour financer la vallée de la mort, avec une fiscalité adaptée qui permettrait de permettre aux gens d'investir dans l'innovation et le développement de l'innovation dans ce pays, plutôt que de chercher des solutions à l'extérieur du pays. Il faut une fondation qui puisse être capitalisée au niveau du milliard. Donc il faut oser des défiscalisations à 80-85%, de 2-3 millions pour les personnes physiques. Il faut inciter les riches à rester sur le territoire. Il est essentiel que toute la classe politique, tout parti confondu, le comprenne. Sinon, nous sortirons du jeu de l'innovation thérapeutique. Voilà. Je précise que si on crée une fondation comme ça, il faut veiller que la gouvernance de la fondation soit entre les mains des gens compétents. On a une capacité formidable à créer de beaux outils, de beaux concepts et à les tuer immédiatement en donnant la gouvernance à des gens qui ont fait la démonstration de leur compétence pendant toute leur vie. Ça, on sait faire ça. Donc, je ne donnerai pas de nom. Alors voilà, le schéma, c'est ça. La situation actuelle, j'appelle le pactole, c'est quand vous avez un brevet qui marche dans le domaine du médicament, c'est effectivement le pactole au sens de définition du grec. Pactole, c'est une petite rivière en Grèce qui charriait des paillettes d'or. Voilà l'origine du mot pactole. Alors, le pactole, actuellement, c'est la recherche, un brevet qui marche, une Big Pharma qui le reprend, et puis ensuite, sur les ventes, on recycle, on fait ça. C'était en fait un schéma qui a marché lorsque l'industrie pharmaceutique, qui n'était pas encore fusionnée entre très très grands groupes internationaux, fonctionnait par des entreprises de taille relativement moyenne, jusque dans les années 70-80, avant la période des fusions-acquisitions des années 80-90. Ce que l'on pourrait imaginer, c'est avoir une fondation qui, avec une puissance financière de l'ordre de 1 ou 2 ou 3 milliards, puisse permettre, à partir des sociétés créées par les sociétés capitalistes, les fonds d'amorçage et autres, franchir la vallée de la mort, porter les médicaments jusqu'à la sortie de la phase 2A, qui seraient ensuite récupérés par les Big Pharma, faisant les phases 3, ou pas les phases 3, et organisant la distribution des produits. Il est évident que la puissance actuellement des Big Pharma, c'est d'avoir des réseaux de vente, d'organisation sur l'ensemble de la planète. Ça, c'est quelque chose, c'est pas la peine de recréer pour chaque médicament de tels réseaux de vente, distribution et d'organisation et de suivi des phases 4 de pharmacovigilance. Donc ça, ce n'est pas le domaine de la création d'innovation. Et donc à ce moment-là, en cas de vente, eh bien effectivement, les ventes reviennent ici dans la fondation qui discute avec les créateurs et les personnes qui ont financé au départ, et vous avez un cycle vertueux qui est ça. Parce que j'ai oublié de dire, mais cette fondation sera à but non lucratif. Ce qui serait un événement intéressant, et ce qui permettrait aussi probablement de réduire les coûts des médicaments, parce qu'il n'y aurait pas tendance à surfacturer un médicament dont en fait l'innovation n'a pas été ici extraordinaire, mais en fait on a besoin dans certains groupes, non pas de financer, de rembourser sur la création du médicament, mais on a besoin de se rembourser sur tous les échecs, donc un peu compliqué. Pour une fondation un bon plus lucratif qui regère et qui se refinance auprès de l'ISF, ça permet, vous me direz, c'est le contribuable qui finance l'innovation dans ce cas-là. Quelque part, n'oublions pas que si Airbus existe actuellement en Europe,
c'est que le contribuable européen a participé à sa financement au début. Son financement au début. On n'aurait pas eu la création de telles entreprises s'il n'y avait pas eu l'initiation de cette entreprise avec l'argent public. Un dernier message, qui est un message un peu différent, mais c'est un message pour les jeunes et pour la recherche, c'est que l'exploration de la Terre touche à sa fin. La préservation des équilibres entre l'homme, espèce qui a connu la plus grande expansion au cours des 2 derniers siècles, et les écosystèmes, va demander beaucoup de changements et d'adaptations. Et donc la recherche et l'innovation sont le moyen le plus raisonnable pour opérer ces changements de manière pacifique. On peut les opérer d'autres manières, mais la manière pacifique est la plus intéressante, et de trouver les nouveaux équilibres nécessaires. Donc la recherche et l'innovation sont pour moi les futures frontières pour les générations qui sont actuellement en train de s'intéresser à la science. Voilà. Parce que ce sont des frontières dont les seules limites sont les limites de notre intellect et de notre création. Merci. Ainsi s'achève le cours sur l'innovation thérapeutique 2014-2015.